À 7h38, on va rester du côté de Genève, mais plutôt sur le versant politique. Cette fois, un deuxième tour sera donc nécessaire pour départager les candidats au Conseil d'État. Le PLR et le PDC ont décroché les 5 premières places du premier tour, avec le PLR Maudet en tête. À la 6e et 8e place, on trouve les candidats du MCG. La 7e place revient à la seule représentante de la gauche, la socialiste Anne-Emery Torrasinta. Et puis, signalons quand même, et on l'a entendu hier soir dans notre émission Forum, que la verte sortante, Michèle Kunzler, a été largement distancée. Elle a jeté l'éponge, elle renonce à se présenter, ce qui signifie la fin de sa carrière politique. Concernant le Grand Conseil, on le rappelle, des extrêmes qui se renforcent, 3 blocs bien distincts, la gauche, l'entente et le MCG-UDC. Quel avenir pour ce canton? On a le plaisir d'en parler avec vous, Martine Braunschweig-Graf. Bonjour madame. Vous avez fait partie du gouvernement genevois de 93-2005. Vous étiez ensuite conseillère nationale, libéral-radical de 2003-2011. D'après ce qui ressort des urnes hier, est-ce qu'il y a de quoi vous faire du souci pour l'avenir de la République et canton de Genève? Moi, je pense qu'on peut toujours se faire du souci quand on arrive avec un parlement à 3 blocs, tel qu'on peut le voir aujourd'hui. La question n'est pas seulement la composition du Parlement, mais ensuite c'est le comportement à l'intérieur du Parlement. Et un de mes soucis, c'est quand je regarde l'entrée de Ensemble à gauche et que je constate que dans cette entrée, vous avez au minimum 6 personnes, je crois, qui ont déjà été soit conseillers d'État, soit députés dans le passé, et dont on connaît pour une bonne partie le fonctionnement relativement agressif. Ce qui veut dire qu'on aura déjà ce qu'on a vu dans cette législature, c'est-à-dire beaucoup d'agressions et de dérapages verbaux, et que ceux-ci vont venir s'ajouter à une autre extrême, cette fois qui est l'extrême gauche. Et ça, je crois que c'est un vrai problème pour le fonctionnement institutionnel, et je pense que le rôle du président du Grand Conseil de la première législature constitutionnelle qu'on va vivre maintenant avec la nouvelle constitution et de la première année sera très important. Ça veut dire qu'il y aura encore plus de verres d'eau jetés à la figure les uns des autres. Ça s'est passé durant cette législature. J'espère, et vous nous dites ça, en gros. J'ai le souci. J'espère que non, et c'est pour ça que j'insiste beaucoup pour que les partis réfléchissent sérieusement à qui doit devenir le premier président du Grand Conseil de la législature, parce que ça donne le ton et le respect qu'on peut espérer instaurer, mais avec beaucoup de soucis, parce que ce que j'ai vu pendant 4 ans, comme beaucoup de gens, me fait vraiment me préoccuper. Il y a aussi une conséquence de la fusion des partis libéral et radical. C'était en 2010, en cours de législature. Le PLR, votre parti qui perd 7 sièges pour en recueillir 24 seulement. Il y a des regrets là pour vous? Non, du tout. Non. Alors je crois que si les 2 partis n'avaient pas fusionné, le résultat aurait pu être aussi que l'un des partis perde le quorum dans la situation actuelle, et donc ça aurait encore affaibli la droite et le centre droit, et je pense que c'était pas une bonne solution. C'était clair que quelques sièges pouvaient disparaître, personne ne souhaitait qu'on en arrive là. Là, c'est d'une plus grande ampleur. Ça s'explique aussi par les différents mouvements, et vous savez, moi je regardais quelque chose qu'on ne commente pas d'habitude, c'est au fond les panachages des bulletins. Et les partis qui gagnent des sièges de façon forte ou marquée, comme le MCG et l'UDC, sont des partis dans lesquels les gens votent à l'aveugle ou presque, et modifient très peu les bulletins et rajoutent très peu de gens. Ils biffent peu. Biffer, c'est une chose. Mais rajouter des gens d'une autre liste, ça fait perdre des voix et des suffrages. Et au fond, les partis les plus institutionnels sont des partis où on travaille beaucoup avec le crayon, mais le résultat, on le voit après aussi. C'est-à-dire qu'ensuite, en termes de suffrages, on perd des parts de marché, entre guillemets, dans la répartition des sièges. Et c'est clair que les 2 partis centre-droit qui voulaient occuper l'échiquier politique, centre ou centre-droit, les Verts libéraux et le PBD, ont aussi pris évidemment des pourcentages qui n'ont pas été réalisés puisqu'ils n'ont pas atteint le quorum. Est-ce qu'il y aura correction, comme le souhaitait Antonio Hodgers tout à l'heure, on l'entendait pour le 2e tour, ou est-ce que le MCG, par exemple, mérite ou légitimement, je vous pose la question en ces termes-là, de figurer, d'avoir un représentant au gouvernement à l'issue du 2e tour, Mauro Poggia peut-être ou... D'abord, la première chose, la légitimité, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le résultat, c'est le peuple qui la donne. Donc on a maintenant une élection proportionnelle qui a été faite, donc on le fait en proportion des forces, et ensuite la Constitution a voulu une élection
majoritaire. Et l'élection majoritaire fait qu'on calcule plus en fonction des partis présents au Grand Conseil, mais en fonction des personnalités qu'on présente, et c'est là où est toute l'importance. Et là, je dirais une chose qui est pour moi fondamentale. Quels que soient les gens qui sont élus, et je souhaite bien entendu, puisque je suis PLR, à mes 3 PLR qu'ils le soient, mais au-delà de ça, et à l'entente qu'elles réussissent, mais au-delà de ça, je dirais, ce qui est important, c'est les personnalités, parce qu'un gouvernement ne peut pas fonctionner avec des coups, avec des déchirures, avec des éclats de voix, avec des choses qui, à la fin, empêchent non pas le consensus, mais la collégialité. Et là aussi, le choix du président du gouvernement sera un élément important, puisqu'il va rester présent pour 5 ans. Alors on est au début, parce qu'aujourd'hui, c'est la première fois qu'on a un deuxième tour, et que ce deuxième tour, comme l'a rappelé M. Schiarini tout à l'heure très justement, fait qu'il y a eu des alliances au premier tour qui étaient déjà faites, c'est le cas du PLR et des PDC pour l'entente. Les autres vont faire leurs alliances, la crédibilité des candidats sera un élément important, et au final, c'est le peuple qui tranchera pour se dire qui peut gouverner dans un gouvernement. Alors, on élit d'abord des personnes, vous l'avez dit. Un Mauro Poggia serait compatible avec une action gouvernementale, selon vous? Monsieur Schiarini, il semblait dire oui. Je le vois à son caractère, c'est un ancien PDC, mais vous savez, c'est une chose de se demander si on peut être dans le gouvernement, c'en est une autre de savoir ce qu'on va faire avec son groupe en face qui peut vous tirer dans les pieds toute la journée. Donc ça, c'est encore un autre problème auquel il faut réfléchir quand on voit ça. Il suffit pas d'être dans le gouvernement. Si on est dans le gouvernement puis qu'on n'a pas de troupes derrière pour assurer une majorité parlementaire à un moment donné, ça pose un énorme problème. Yeah. Et le problème du MCG, c'est qu'aujourd'hui, il veut par exemple il est peut-être d'accord pour des économies en matière de finances, pas d'augmentation d'impôts, il l'a dit, mais en même temps, il est, comme il le dit aussi, très vaguement pour le social, et ça veut dire qu'il peut être en contradiction totale entre ce qu'il veut atteindre sur le plan financier et ce qu'il souhaiterait atteindre sur le plan social. Et donc, si vous êtes dans ce genre de situation, ça peut être assez problématique pour celui qui est dans le gouvernement et qui a son groupe de 21 personnes en face. Il y a eu un vote protestataire, tout le monde le reconnaît, voilà, les Genevois en ont marre de pas mal de choses, transport, etc., logement. Ce cri du cœur doit s'entendre d'une manière ou d'une autre au niveau du Conseil d'État. Martine Braunschweig-Graf, peut-on imaginer, je pose la question à l'envers, un Conseil d'État sans ce courant représenté? Mais c'est les citoyens qui vont le décider. Là, on est en train de discuter de qui a droit, de qui a pas droit. Moi, je n'en sais rien. Ce que je dis, c'est que dans un gouvernement, il s'agit d'avoir des gens qui soient aussi capables ensuite d'assurer le travail au Parlement. Parce que sinon, ça ne sert à rien. Si vous vous présentez puis que vous êtes totalement porte-à-faux dans les décisions, au bout d'un moment, ça pose un certain nombre de problèmes. Mais puisque vous parlez de ça, je vous rends attentif à une chose qui va nous poser des questions, mais qui va au-delà de nos discussions, c'est qu'au fond, la participation jusqu'à vendredi, elle était d'environ 27-28%. Et on est arrivé à la fin à 41%. Ça n'arrive jamais. Qu'en si peu de temps, il y a une telle différence en termes de points, et ça signifie que beaucoup de gens n'ont voté qu'au dernier moment, et malheureusement aussi, en ayant constaté un dysfonctionnement à la Cour des comptes, en l'occurrence en termes de choses. Et moi, ce que je pense, c'est qu'on doit restituer la confiance dans les institutions et il faut que chaque corps... Elle s'est perdue, là ? Ah, mais évidemment que quand vous avez autant d'événements qui se sont passés pendant les 4 ans, à un moment donné, c'est le ras-le-bol, non pas du MCG, mais c'est le ras-le-bol de voir que les institutions qu'on a élues peuvent dysfonctionner. Et ça, c'est pas bien. Et donc, la vraie question qu'on doit se poser dans ce cadre-là, c'est que chaque institution doit fonctionner correctement. C'est le cas pour la Cour des comptes, le Grand Conseil et pour le Conseil d'État. Donc, dans le choix du Conseil d'État, c'est important de choisir des gens qui soient conscients de ça.